Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Albert et la justice, épisode unique. Pour cet épisode de Substance, je suis retourné prendre des nouvelles d'Albert, celui qui témoignait dans les tout premiers épisodes du podcast. Alors si vous n'avez pas encore écouté son témoignage, je vous conseille d'aller le faire avant d'écouter cet épisode. On avait en effet laissé Albert en plein déboire judiciaire. Il s'était fait attraper par la douane à un péage d'autoroute avec 40 grammes d'héroïne et un petit peu de cocaïne. Et il nous avait également parlé d'un entretien d'embauche qu'il avait passé sous l'influence de l'héroïne et dont il était très satisfait. Il va donc maintenant nous raconter la suite de ses aventures, son procès et tout ce qui va en découler. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Du coup, à la suite de mon arrestation, j'ai eu une date de procès qui a été fixée. Donc je devais me rendre à Arras pour mon jugement. J'avais eu le temps de récupérer ma voiture entre-temps. Donc le procès, ça m'a mis un peu en stress quand même. J'ai un peu réfléchi. J'ai fait le choix de ne pas prendre d'avocat en me disant que je pensais pas que ça m'apporterait énormément de choses en plus, dans la mesure où je reconnaissais les faits, etc. Je voyais pas trop ce qu'un avocat aurait pu m'apporter. J'avais quand même beaucoup de stress et donc je me suis dit quitte à aller dans le Nord pour ce procès, j'ai été appelé un peu par mes démons et donc je suis retourné à Lille juste pour choper juste avant le tribunal en me disant si je dois parler et tout, je serais peut-être plus à l'aise si j'ai des produits sur moi. Donc je suis allé à Lille le matin, j'ai été convoqué à 13h au tribunal, donc je suis allé le matin même à Lille choper de la coke et un peu d'héro. Ensuite je me suis pointé. N'ayant pas d'avocat, je devais passer en dernier, il y avait d'autres affaires qui étaient jugées avant moi. Et donc toute l'après-midi, j'attendais dans cette salle et entre chaque affaire, je descendais dans ma voiture que j'avais garée en bas, je tapais des petites traces, des petites gouttes d'héro. Et si bien qu'au moment de mon tour, j'étais un peu défoncé, et en même temps j'avais une telle adrénaline, une telle pression que ça contrebalançait un peu tout ça. J'étais dans un état un peu chelou. J'avais trois juges face à moi, plus le procureur et plus la douane qui avait envoyé quelqu'un contre moi, quelqu'un qui réclamait des sous. Donc je pense que j'ai pas été bon du tout, En fait, j'ai essayé de faire un speech mais qui était un peu foireux. J'avais peur. Je suis pas du tout à l'aise moi pour parler en public devant des gens. Là, il fallait que je défende un peu ma peau. Donc j'ai tenté 2-3 trucs. Je me suis fait balayer en gros par les juges. Alors déjà, il y a eu une petite anecdote un peu bizarre pendant que j'attendais. Du coup, dans la salle, j'étais un peu défoncé. Et à un moment, je me suis dit, mec, il faut que tu prépares ta défense et tout. C'était un peu les 10 minutes avant, mais je me suis dit, c'est le moment. Du coup, j'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire quelques arguments. J'étais un peu concentré là-dessus. Et d'un coup, pendant ce moment-là, il y avait d'autres gens qui passaient en audience. Et donc, pendant que j'écrivais, j'entends le juge parler au gars qui était à la barre en lui disant, alors... Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur ? Vous avez sorti votre sexe devant votre enfant vous lui avez dit « Alors, papa, il en a une grosse ?» Et moi, j'écrivais et j'ai entendu cette phrase, donc ça m'a complètement... j'ai sursauté. J'ai regardé autour de moi, voir si les gens avaient entendu la même chose. Et dans la salle, il y avait un gars au fond. Nos regards se sont croisés et on a eu comme un regard de complicité, d'échange mutuel en disant « Ah, c'est un truc de ouf !» Et je me rappellerai de ce regard parce que ça m'a interpellé. Et juste après, en fait, l'affaire suivante, c'était le gars avec qui j'avais eu cet échange complice qui passait. Et en fait, ce mec-là passait parce qu'il était tombé amoureux de sa voisine de 14 ans. Et il lui roulait des pelles quand ses parents n'étaient pas là et il lui donnait de l'argent et tout. Et donc, du coup, je me suis dit que je m'étais fait un peu
à voir en fait. Et je me suis dit en fait, la prison, ce monde-là, c'est vraiment un monde où le vice est partout, faut faire confiance à personne. Parce que là, mon premier regard complice que j'ai eu dans ce tribunal avec quelqu'un, en fait, il avait fait une dinguerie encore pire que celle pour laquelle j'étais surpris. Donc ça m'a mis, enfin voilà, ça m'a marqué en fait cette histoire. Du coup, mes petites notes sur ma défense, j'avais un argument un petit peu. Bon, ils ont considéré que c'était complètement foireux. Le fait est que quand je me suis fait arrêter, euh, j'ai été emmené par la douane, qui m'ont emmené dans rétention douanière, je crois, pendant une dizaine d'heures. Et au bout des 10 heures, ils m'ont confié aux gendarmes. Et c'est les gendarmes qui ensuite m'ont fait des tests salivaires et qui ont vu que j'étais positif à plusieurs produits. Et du coup, j'étais poursuivi pour conduite en étant défoncé. Mon argument, c'était de dire que comme ils avaient fait le test 10 heures plus tard, peut-être que cette drogue, je l'avais peut-être pris dans les 10 heures. Enfin, que c'était pas une preuve absolue que j'étais défoncé quand je conduisais. D'autant que les gendarmes, quand ils m'ont fouillé, ils ont trouvé de la cam dans ma poche. Parce que j'avais été mal fouillé avant. Et donc, sur la fouille au corps, il y a les papiers qui disent fouille au corps positive. Donc, j'avais bien de l'héros dans ma poche 10 heures après mon arrestation. Donc, mon argument, c'était de dire qu'il y avait un doute et que j'avais peut-être consommé ces produits après mon arrestation, vu qu'ils m'avaient mal fouillé et qu'ils m'en restaient. Donc, j'ai tenté cet argument. Ils ont bondi sur eux-mêmes en disant « Mais vous êtes donc en train de dire que vous avez consommé de la drogue dans les locaux de la gendarmerie et tout ?» Et je disais « Non, c'est pas vraiment ce que je dis. Je dis juste qu'il y a un doute et qu'on ne sait pas, en fait. » Voilà, et du coup, ils se sont un peu enflammés et ils ont commencé à crier et tout. Donc j'ai dit « Bon, non, je laisse tomber, oubliez tout ça. » Voilà. je me suis... j'ai fermé ma bouche, j'ai baissé les yeux et voilà, j'ai attendu la tempête passer, quoi. Voilà, c'était ça mon principal argument, en fait. En fait, j'étais en stress, hein. J'étais en stress vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de compassion. Ça allait vite. Il n'y a pas trop le temps de tchatcher. Eux-mêmes ne prennent pas trop le temps d'expliquer. Ils jugent vraiment les faits. Ils disent pas, mais pourquoi vous prenez de la drogue? Qu'est-ce que vous y trouvez? Voilà, c'est pas du tout des questions qui leur traversent l'esprit, j'ai l'impression. La décision de ne pas prendre d'avocat, ayant assisté à beaucoup d'audiences avant des procès en comparution immédiate, etc., j'ai une vision un peu partagée de ce que peut apporter un avocat à une audience. J'ai vu souvent pour 2 affaires comparables, un mec avec avocat ou un mec sans avocat. Forcément, peut-être l'avocat, il va faire ressortir quelques éléments, mais bon, c'est pas des affaires très graves. Je savais que je risquais pas d'aller en prison, a priori, je pensais pas prendre de prison ferme. Je me disais, voilà, je vais avoir de la prison avec sursis, c'est sûr. Est-ce que je veux payer 3 000 € à un avocat pour avoir 4 mois avec sursis au lieu de 8 mois avec sursis, finalement Et puis voilà, je contestais pas les faits. Il n'y avait pas de point de détail technique. Donc je me disais, voilà, autant y aller comme ça. J'assume et voilà, j'ai essayé de m'expliquer. J'ai un peu bafouillé et foiré mon coup, mais je pense que c'était, a posteriori, je pense que c'était une bonne décision, quoi. Voilà, le procureur a demandé 10 mois avec sursis, et j'ai eu 8 mois avec sursis. Et plus j'ai eu une amende cumulée, ça faisait un peu moins de 4 000 € d'amende. Donc ça m'a mis une petite claque quand même, ça m'a un peu calmé, mais pas tant que ça non plus, puisque l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Non, je dirais que l'arrestation ne m'a pas fait complètement arrêter ma consommation. Ça a créé beaucoup de frustration déjà, parce que moi à la base je rentrais chez moi, j'avais 60 grammes d'héros je crois et 1 gramme de coke. Et moi je suis rentré chez moi avec plus rien, alors que je pensais que ça allait être l'abondance pendant plusieurs jours et la joie, et j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, plus de voiture. Et voilà, je suis rentré à Paris, je me rappelle, avec le train, et j'étais pas très bien, et aussitôt je me suis dit peut-être je vais choper du crack. J'ai jamais chopé de crack, je sais qu'il y en a peut-être à Paris un petit peu, et donc je suis allé à Stalingrad directement. Je sais que ça tourne là-bas, mais je savais pas où spécialement. Et donc voilà, j'avais encore mes fringues de garde à vue, je venais de dormir 24 heures chez eux et tout, mais je suis arrivé dans le parc à Stalingrad, et en 2 secondes, il y a un mec qui m'a fait signe, tac tac, et je me suis retrouvé avec
avec du crack. J'ai acheté une pipe à crack et je suis rentré chez moi. Et je me suis mis un peu dans le crack, enfin un petit peu. C'est allé très vite en fait. En 3 semaines, je commençais à dépenser des sommes de 80 ou 100 euros par jour dans du crack. En plus à Stalingrad, il y a beaucoup de carottes. Je me suis fait carotter énormément de fois. Ça dépend des horaires en fait. Je me suis aperçu que le matin c'est des carottes et le soir c'est des mecs réglo. Enfin c'était très très particulier et en fait j'ai vu que je perdais le contrôle, enfin pas que je perdais le contrôle mais qu'il y avait vraiment un risque, que je lâchais des sommes, ça me rendait malade de me dire là j'ai claqué 100 euros juste pour ce kiff là que j'ai ressenti 1 heure, ça m'allait pas, donc je suis parvenu à arrêter ça très vite, mais voilà je suis retourné à Lille, plusieurs fois, avec peut-être moins de désinvolture qu'avant, parce que du coup j'avais le sentiment d'avoir un peu utilisé mon joker. J'ai l'impression que voilà, dans notre société on a tous un joker, c'est la prison avec sursis, mais ensuite la deuxième fois c'est sûrement un petit peu moins rigolo. Donc j'y suis retourné avec plus de pression, peut-être plus de vigilance. Euh, j'ai aussi entrepris des soins. Je vois un addictologue maintenant, 1 fois par semaine, depuis 2 ans, là, au moment où on se parle. Avec l'idée voilà, d'arrêter, ou en tout cas, je sais pas, ce procès, ça fait que j'ai 8 mois, j'ai comme une épée de Damoclès avec 8 mois avec sursis. J'ai aucune envie d'aller en prison. Ça me terrifie pas d'aller en prison, mais je pense que j'ai trop de choses à perdre. Voilà, j'ai un travail là qui me va, j'ai une vie équilibrée. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. J'ai pas envie de perdre ça. Donc en fait, voilà, j'ai pas forcément envie d'arrêter la cam, mais j'ai pas envie de perdre ces choses-là. Donc j'essaie de me débattre entre ces deux éléments. Et je pense que ce médecin addictologue, ça m'aide pas mal. C'est pas mal. Je vais pas dire que c'est miraculeux, je vais pas dire que c'est rien, je vais dire que c'est pas mal. Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, je venais de passer un entretien d'embauche qui s'était très bien passé. Du coup, j'ai même eu cet emploi. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai été licencié au bout de 6 mois pour des raisons un petit peu compliquées. La raison de mon licenciement, c'est en fait qu'au mois de décembre de je sais plus quelle année, il y a eu des grèves de transport. Il n'y avait plus de métro pendant quelques jours ou semaines, je sais plus. Et donc mon patron m'a demandé de venir au travail à pied. Et habitant dans le 92, aller au centre-ville de Paris, j'ai dit que je pouvais très bien télétravailler. Enfin, j'ai proposé de télétravailler, vu qu'à certaines périodes, il m'avait déjà proposé de télétravailler alors qu'il n'y avait pas de souci de transport. Donc là, je me suis dit que ça ne devait pas poser de problème. Il n'y avait pas de réunion, ma présence sur place n'aurait rien changé. Et il m'a dit non, qu'il voulait que je vienne à pied, que j'étais jeune, que j'avais qu'à marcher. Ça me faisait 1h30 à l'aller, 1h30 au retour, que je pouvais très bien faire ça. Et donc voilà, sachant que lui n'était jamais dans les locaux, il venait jamais. Donc le premier jour, je lui ai dit d'accord, je vais le faire. En fait, je suis resté chez moi et j'ai prétendu que j'y étais allé. Et le lendemain, il m'a dit ah ben c'est bon, vous avez qu'à le refaire. Et donc c'est à ce moment-là, je lui ai dit bah non, je suis pas d'accord. Surtout qu'il proposait à d'autres collègues, à certains de mes collègues, de télétravailler, alors qu'on avait le même poste, qu'il y avait vraiment pas besoin de notre présence sur l'entreprise pour écrire des mails, répondre à des mails. On n'a pas besoin d'être au centre de Paris. Donc voilà, je lui ai envoyé ensuite un long mail en lui disant que je trouvais ça injuste, qu'il ne traitait pas les gens à égalité et que j'étais pas content. Le problème, c'est qu'au moment où j'ai écrit ce mail, j'étais en période d'essai. Enfin, il croyait que j'étais en période d'essai, parce que ma période d'essai avait été, au bout de 3 mois, ma période d'essai avait été renouvelée. Enfin, il m'avait dit que ma période d'essai était renouvelée. Et en fait, moi, je connaissais la loi et je savais que pour renouveler une période d'essai, il fallait mon accord écrit. Donc, n'ayant pas donné mon accord écrit, je savais que j'étais en CDI depuis plusieurs semaines, alors que lui croyait que j'étais dans la deuxième partie de ma période d'essai. Donc, quand il a reçu mon mail, un petit peu vindicatif, il s'est dit bon, bah lui, je vais le dégager à la fin de la période d'essai. Donc, arrivé au bout des 6 mois, il m'a dit voilà, je ne souhaite pas vous conserver. Et donc je lui ai dit je suis en CDI, donc si vous voulez pas me conserver, il faut faire un licenciement dans les formes, il faut une lettre, il n'y a pas de souci, mais il faut faire les choses dans les formes. Et il a dit non, à partir de lundi vous venez plus, vous me rendez les clés.
Donc j'ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes sûr, on peut négocier, sinon je vais aller au prud'homme. Et il m'a dit, non, ne vous embêtez pas, allez au prud'homme, vraiment, ce serait mieux que vous passiez à autre chose. Le mec, c'était presque drôle, quoi. Et voilà, donc je lui ai dit que j'allais aller au prud'homme, et je suis allé au prud'homme. Sur le dossier, les écritures, nos avocats s'envoient des écritures avec les arguments de chaque partie, et donc ils me proposaient 1 euro en disant que l'entreprise avait déjà fait preuve de mansuétude à mon égard. Et je trouvais ça drôle en fait, 1 euro, le mot mansuétude et tout. J'ai gagné au prud'homme, j'ai même gagné 15 000 euros. J'ai jamais eu autant d'argent d'un coup, quoi. J'étais vraiment ébahi, quoi. Je pensais qu'on allait me donner 50 balles et me dire de faire appel. Voilà, et donc je suis très content d'avoir eu ces 15 000 euros. Et voilà, peut-être c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais je suis aussi très content d'avoir appris la mort de cet individu la semaine dernière. Ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. C'est ce que j'ai ressenti. J'en ai d'ailleurs parlé à mon docteur addictologue en lui disant que je m'inquiétais de m'être réjoui de la mort de ce type, et il m'a dit bon, en même temps que ce type m'avait probablement un peu perturbé, fait du voilà. Voilà, depuis j'ai retrouvé un autre emploi et ça se passe bien. J'ai enfin un patron bienveillant, et ce qui est assez rare finalement, ce qui m'était jamais vraiment arrivé. Et pour te dire à quel point mon patron est bienveillant, il y a quelques jours, je me suis pas réveillé. Je devais commencer à 9h30, je me suis pas réveillé, mon patron m'a appelé à 9h40 et je lui ai dit je suis désolé, j'ai eu un problème de réveil, et le mec s'est excusé de m'avoir réveillé. Pour te dire à quel point ce mec est bienveillant. J'ai presque trouvé que c'était déplacé, que ce soit lui qui s'excuse, quoi. Donc j'ai dit non, bien sûr c'est moi qui m'excuse, c'est moi qui me suis pas réveillé, et tout. Donc il reste encore des gens, des gentils dans ce monde, des agneaux. Au début, quand je faisais une erreur, je me disais il va me passer un savon, je vais vraiment passer comme aurait fait l'ancien patron. Donc j'avais gardé cette peur en moi et tout, alors que ce type-là, ce nouveau patron, voilà, on rigole, il s'excuse de me réveiller le matin quand je me suis pas réveillé. Quand je fais une erreur, il me dit il n'y a pas mort d'homme, ils y feront bien. Enfin, voilà, c'est un autre monde, quoi. Donc je suis pas mécontent que l'autre ait quitté cette surface de la Terre. Donc il m'est arrivé de reconsommer depuis le procès. Alors c'est vrai que j'ai cette épée de Damoclès des 8 mois. Ouais, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir grillé un joker, donc c'est plus de prudence, plus de vigilance. Pendant un moment, j'ai changé mes habitudes. C'est-à-dire que j'allais plus à Lille, mais j'ai réussi à trouver un plan sur Paris pendant un moment. Mais voilà, après je pense qu'il y a la méthadone qui m'aide, il y a le rapport, cette thérapie que j'ai entrepris. Mais voilà, je pense que c'est en fait le but de cette peine, hein, les 8 mois avec sursis, tout est là-dedans, hein, dans l'art d'affûter cette épée au-dessus de nos têtes, c'est à toi de gérer ça en fait. C'est toi qui as ton truc dans la main et tu sais exactement quelle est la forme du bâton qu'il y a au bout, quoi. Sachant que les 8 mois, ils tombent automatiquement, et à ces 8 mois se rajoute une nouvelle éventuelle peine pour la nouvelle infraction, donc c'est déjà quasiment un an ferme assuré. Après, il y a toujours l'idée de oui, mais maintenant j'ai une situation, j'ai un boulot, est-ce qu'un juge va vraiment m'envoyer en prison? Est-ce qu'on envoie vraiment en prison les gens pour des peines inférieures à 2 ans? Je me dis toujours que éventuellement il peut y avoir encore un autre joker. Voilà, j'y crois un peu en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des peines inférieures à 2 ans, où on leur propose une alternative, un bracelet, ou avec des horaires, ou d'aller pointer au commissariat. Je pense que je pourrais être là-dedans. Après, l'idée, bien sûr, c'est de ne pas rentrer là-dedans. Voilà, je sais que le sursis dure 5 ans aussi.
pendant longtemps, je me suis dit, je vais me tenir calme pendant 5 ans, et tac, je connais la date de fin des 5 ans précisément, et je me suis toujours dit, ce jour-là, le lendemain, tac, je vais déjà réserver mon billet de train pour Lille, en disant, c'est bon, j'ai droit maintenant à un nouveau joker qui s'est reformé dans mon jeu, quoi. Ouais. Donc ouais, ça fait réfléchir, ça fait travailler un peu, une petite gymnastique intellectuelle, de savoir jusqu'où on peut tirer la ficelle ou pas. Et pour l'instant, je l'ai pas trop tiré, mais ça va. La prison, j'ai pas du tout envie d'y aller, c'est pas un endroit que je souhaite connaître. Après, je me dis, je serais pas effondré si je devais aller en prison. Je serais pas content pour le problème de perdre les relations que j'ai, me perdre mon boulot en me disant j'avais une bonne situation, j'ai tout pour réussir, et là je me suis enfoncé moi-même, je me suis tiré des rafales de balles dans les pieds. Après, l'expérience en elle-même de la prison, j'ai pas une curiosité, mais je me dis, voilà, si j'y vais, je le prendrais comme voilà, une épreuve, et j'aurais cet intérêt de savoir comment je réussirai à m'adapter, comment je vais réagir, et voilà, je le vivrai pas vraiment comme un... Enfin, je te dis ça maintenant, peut-être que là c'est de la fanfaronnade, et que le jour où on te dit maintenant tu passes 1 an en prison, forcément mon discours va changer, forcément. Mais là, vu de mon point de vue, honnêtement, je serais pas terrifié. Je veux dire, ce qui pourrait être gênant en prison, c'est peut-être l'insalubrité, c'est peut-être la promiscuité, le manque d'intimité, ces choses-là que j'ai l'impression d'avoir connu un peu. La promiscuité, j'ai passé 1 an dans un internat quand j'étais en terminale. Le manque d'intimité, ça, je pense que c'est quelque chose que je peux faire avec. Ensuite, c'est l'hygiène, des choses comme ça. Voilà, pour avoir voyagé en Inde, j'ai été dans des taudis avec des souris par terre et tout. C'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui me... Enfin si, ça me rebute, mais ça va pas m'empêcher de dormir, ou voilà, je suis pas un maniaque en me disant il y a une tache sur le lit, je peux pas dormir. Donc voilà, après ce sera plus le rapport aux autres. C'est peut-être ça le point central. Est-ce que c'est des gens agressifs ou amicaux? Est-ce que ça crie tout le temps, ou est-ce qu'on peut s'entendre parler et discuter avec les gens? C'est peut-être plutôt ça qui pourrait être le centre de mes préoccupations. Après, en fait, avant mon jugement, j'ai du coup réfléchi à cette possibilité que je pourrais avoir de la prison ferme. Ça m'a traversé l'esprit, tout en sachant que, vu que c'était la première fois que je me faisais péter, que j'avais pas de casier, normalement on n'envoie pas les gens en prison pour la première fois. J'ai vu le code, il y a écrit que la prison doit être la dernière alternative, une fois que tout a été testé, c'est vraiment le dernier recours. Donc voilà, je pensais que j'aurais pas de prison ferme, mais quand même, je me suis dit, par rapport aux autres et tout, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du Krav Maga. J'ai commencé le Krav Maga en me disant, voilà, si je vais en prison et tout, au moins je peux... je sais que la première altercation, il faut tout de suite se battre, tu vois, si tu vas en prison. Faut pas, si tu commences à donner une fois un truc à quelqu'un, tu vas te faire racketter, tu vas te faire victimiser. Au moins, pour le premier embrouille, il faut y aller, rentrer dans le tas, taper de toutes tes forces, quitte à te faire éclater, mais je pense que c'est le seul moyen de gagner le respect, ou même pas le respect, mais au moins que les gens disent, lui, vaut mieux pas parce que ça va saigner. Et donc c'est un peu dans cette démarche que j'ai fait le Krav Maga, en me disant, vas-y, ça va casser des bras, je vais me faire arracher des dents, mais au moins après je vais être tranquille, tu vois. Peut-être c'est un peu extrême comme idée, mais voilà, c'est ce qui m'a traversé l'esprit en tout cas. Je suis prêt. J'ai essayé de trouver des à côté, d'autres à côté que la drogue, comme voilà, j'ai voyagé, avec des résultats mitigés par rapport à la drogue, mais voilà, je pense que le voyage, c'est des choses qui me plaisent. Après, j'ai fait les études, j'ai fait beaucoup d'études, même là, j'ai entrepris un doctorat, c'est quelque chose je pense à la base, c'est aussi en me disant, voilà, mon temps libre, je vais l'occuper à quelque chose de sain, une démarche intellectuelle, de recherche. Voilà, au final, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop, puisque j'ai mon boulot à plein temps en plus le doctorat, plus voilà, à gérer la vie de tous les jours. C'est compliqué, mais surtout, voilà, ce sujet de doctorat me passionne pas, et
Mais je pense qu'à la base, c'était justement pour avoir un autre projet à côté qui me motive. Et voilà, j'aimerais bien faire des documentaires, faire des projets avec des gens, c'est quelque chose qui me motive. Après, c'est difficile à mettre en place, mais pas impossible, c'est pas impossible. Voilà, après, je pense que la cam et tout, ça reste une sorte d'accompagnement. C'est une option qui est quelque part dans un coin de ma tête, que là je prends pas, mais enfin, qui est possible, qui est envisageable. Et peut-être c'est à ça que ça sert aussi, peut-être de contrôler sa consommation, comme il y a des alcooliques et il y a des gens qui ont juste une bonne bouteille de whisky chez eux et qui l'ouvrent de temps en temps. Et idéalement, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, quoi. À pouvoir ouvrir une bouteille sans avoir besoin de la finir immédiatement. Et voilà pour le retour d'Albert, c'était le dernier épisode de cette nouvelle saison. Substance s'arrête pour le mois d'août, retour prévu avec de nouveaux épisodes au début du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien.